Alors, je suis Laurence Frédet, je suis la rédactrice en chef de la revue Topo. Topo, c'est une revue qui fait de l'actualité en bande dessinée. Et pourquoi? Je vais vous raconter d'une part dans cette conférence pourquoi on a décidé de choisir la bande dessinée pour raconter l'actualité. Je vais vous raconter aussi comment est-ce que se fait un sujet d'actualité en bande dessinée. Dans notre revue, on parle des jeux vidéo, on parle du monde, on va parler de faits de société, on parle de plein de choses, on parle aussi de sexualité. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette chronique, comment ça se passe, etc. Et j'espère bien que vous aurez des questions à me poser. Et surtout, d'ailleurs, lorsque je fais cette conférence, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. Alors, donc je fais cette revue qui sort tous les 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en une vingtaine d'années? Les réseaux sociaux ont tout transformé. Quand j'étais jeune, il y avait 3-4 chaînes de télévision, il y avait quelques chaînes de radio et Internet n'existait pas. Donc Instagram, TikTok, tout ça, ça n'existait pas non plus. Et du coup, nous recevions tous la même information. Comme tous nous regardions que 3 chaînes de télévision ou que quelques chaînes de radio, on avait tous la même source d'information finalement. Ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que l'information, elle vient de partout. Certains vont regarder l'information sur Twitter, d'autres sur Facebook, d'autres sur Instagram, d'autres sur la télévision. Et même à la télévision, il y a plein de chaînes. Il va y avoir Canal+, CNews, TF1, France 2, etc. C'est fabuleux. C'est absolument génial parce que ça veut dire que maintenant, on peut avoir de l'information qui vient du monde entier avec plein de personnes différentes qui nous donnent de l'information. Donc ça, c'est vraiment génial. Le truc... Attendez, je vais trop vite, pardon. Ah, attendez, pardon. Voilà. Voilà. J'y arrive. Le truc, c'est qu'on est sollicité... On est sollicité maintenant un peu de partout, dans l'information. Et sur les réseaux sociaux, notamment, il y a plein d'informations qui arrivent qui ne sont pas toujours exactes. Avec des gens qui disent, avec des vidéos, des textes qui disent cette information est mieux basée, cette information est plus vraie ici, n'écoute pas celle-là, etc. Ce qui fait évidemment beaucoup de théorie du complot, de fake news et de désinformation. Et ce dessin illustre très bien tout ce qui sort finalement des réseaux sociaux. Évidemment, vous avez déjà tous entendu parler de fausses informations, comme quoi il y a des reptiliens, comme quoi l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que la Terre n'est pas ronde, que les extraterrestres existent. Bon, et il y en a évidemment plein d'autres. Ça, ce sont que de tout petits exemples. Et si je mets ça en avant, c'est pour essayer de vous mettre en garde, parce que c'est un peu le danger des réseaux sociaux. Et vous mettre en garde, c'est pas vous mettre en garde parce que vous êtes jeune. C'est mettre en garde tout le monde, même les adultes. Parce que ces réseaux sociaux sont arrivés il n'y a pas très longtemps et finalement, c'est un outil absolument formidable pour s'informer, vraiment formidable. Mais c'est un outil nouveau et comme tout ce qui est nouveau, il faut qu'on apprenne à correctement les utiliser et on ne sait pas toujours les utiliser correctement. Les jeunes comme les adultes. On l'a bien vu avec le Covid et le vaccin, à quel point il y a eu des théories du complot, etc. Donc vraiment, vous... les jeunes, mais vous aussi, les adultes qui sont dans cette salle, moi qui suis ici en tant que journaliste, je dois absolument faire attention, toujours à savoir finalement qui me parle. C'est ce qu'on appelle la source dans l'information. Qui me parle? C'est fondamental parce que si on ne sait pas qui parle, eh bien on ne sait pas pourquoi est-ce que la personne donne cette information et on n'arrive pas à la sourcer, c'est-à-dire la source, on n'arrive pas à savoir finalement si cette information est vraie ou pas. Alors attendez, j'essaye, voilà. Et notamment, je vous dis de faire très attention aux nombreuses vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux, avec ces théories du complot qui finalement,
c'est toujours un petit peu la même chose. Il y a une musique, qui fait un peu peur, et puis il va y avoir une caméra qui va focaliser sur un détail, il va y avoir un grand rond pour bien montrer ce détail, et il va y avoir surtout un double discours, vraiment un discours complètement contradictoire, avec, premièrement, réfléchis, pose-toi des questions, tout ce qu'on t'a dit jusqu'à aujourd'hui est faux, réfléchis bien. Et en même temps, tu dois réfléchir, mais tu ne dois croire que moi sur parole. C'est vraiment, et tu dois regarder ce que je te montre et ne pas regarder ailleurs. C'est vraiment le double discours dont il faut faire attention. Oui, il faut réfléchir. Ces théories du complot ont bien raison. Il faut développer son esprit critique. Il faut réfléchir. Mais surtout, on ne doit pas croire quelqu'un sur parole et on ne doit pas ne pas regarder ailleurs. On doit bien sûr, sans arrêt, regarder ailleurs. Alors, nous, on a décidé de faire une revue dessinée pour essayer de réconcilier les adolescents avec l'actualité. Pour l'instant, vous êtes jeunes, vous ne votez pas encore, mais bientôt, vous allez devenir des citoyens à part entière et vous allez voter. Et pour voter en toute conscience, pour voter vraiment avec ce qu'on pense réellement, il faut savoir, il faut connaître un peu ce qui se passe dans le monde pour avoir un vrai avis, savoir sur quoi s'appuyer. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'actualité, parce que l'actualité, finalement, c'est le monde dans lequel vous vivez. Et vous allez être sollicité bientôt en votant. Vous pourrez aussi être sollicité par des associations pour militer ou pas. En tout cas, il faut que vous fassiez les choses en bonne connaissance de cause, en sachant pourquoi vraiment vous décidez de faire ça ou de ne pas faire ça, de voter telle personne ou de ne pas voter telle personne. Et pour ça, il n'y a qu'une façon de le faire en bonne connaissance de cause, c'est de comprendre et de connaître le monde dans lequel on est. Alors nous, dans la revue Topo, on a décidé d'associer un journaliste à un dessinateur, parce qu'on pense que c'est vraiment le binôme parfait pour faire du reportage d'actualité en bande dessinée. Donc, on associe systématiquement un journaliste et un dessinateur pour faire nos reportages, parce qu'on se dit que comme ça permet d'associer le sérieux du journalisme au plaisir de la bande dessinée. Alors, pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait un reportage en bande dessinée, je vais prendre un sujet qu'on a déjà fait il y a quelques années, finalement, maintenant, sur le Bangladesh. Alors, le Bangladesh, c'est un pays qui se trouve à côté de l'Inde. Et la particularité du Bangladesh, c'est que tous nos t-shirts, ou presque, sont fabriqués au Bangladesh. C'est-à-dire que les t-shirts Petit Bateau, Zara, Nike ou Gucci, presque tous sont faits au Bangladesh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il y a une usine entière qui s'est écroulée. Parce que, bon, évidemment, au Bangladesh, c'est un pays très pauvre et les gens sont très peu payés. Et il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans ces usines. Et en 2014, il y a une usine qui s'est effondrée, provoquant la mort de plus de 400 personnes. Cette usine s'appelait le Rana Plaza. Et ça a fait prendre conscience au monde entier que vraiment, lorsque Zara, H&M, Petit Bateau, etc., proposaient des t-shirts que nous achetions, ils étaient fabriqués par des gens qui travaillaient dans des conditions de travail déplorables. Et du coup, toutes ces grandes marques ont signé un accord, depuis l'effondrement de cet immeuble, en promettant qu'elles allaient donner de meilleures conditions de travail aux employés qui travaillent au Bangladesh. Alors voilà, comment ça se passe, un sujet dans la revue Topo? D'abord, ça démarre par un mail, tout simplement. Je reçois un mail d'une journaliste qui me dit « Bonjour Laurence, voilà, j'ai une idée. J'ai été au Bangladesh et j'aimerais bien savoir, depuis l'effondrement de cet immeuble, si les conditions de travail ont vraiment changé. » Et ce que j'ai aimé dans ce sujet, c'est qu'elle dit, je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais elle dit, grosso modo, que certes, les conditions de travail sont très mauvaises, mais qu'en même temps, grâce à ces usines, les jeunes filles peuvent travailler, gagnent de l'argent et donc se marient plus tard, c'est-à-dire qu'elles ont plus d'autonomie. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce sujet,
parce que on voit que le monde est complexe dans ce sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il faut qu'au Bangladesh, il n'y ait plus d'usines du tout, il faut que les gens arrêtent de travailler parce qu'il faut qu'on mette que les usines en France. Parce que finalement, grâce à ces usines qui sont au Bangladesh, les jeunes filles ont une meilleure condition de vie. Pour l'instant, vous êtes jeune encore, mais vous commencez à devenir adulte. Vous êtes dans l'adolescence. Quand on est petit, on regarde des films comme Disney, et dans les films Disney ou autres, il y a les bons et les méchants. Ça s'appelle un monde très manichéen, on voit un peu les choses noires ou blanches. Grandir, c'est voir que le monde est complexe, voir qu'il y a plein de nuances de gris, et c'est vraiment là où on développe son esprit critique. Alors, donc, j'ai reçu ce mail et j'ai accepté de faire ce reportage. Et donc, j'ai demandé à Elsa Feiner, la journaliste, de faire son reportage. Alors, pour faire un reportage en bande dessinée, on travaille d'abord d'une façon très classique, c'est-à-dire que je demande à la journaliste de faire son enquête. Et non seulement elle fait son enquête, mais elle doit l'écrire, elle doit la rédiger. Lorsque vous entendez des journalistes à la télévision, à la radio, sachez que tous, ils ont d'abord écrit leur article. On a l'impression qu'ils parlent comme ça très facilement, mais ils ont une base écrite. Un journaliste travaille toujours avec une base écrite. Et donc, pour faire un reportage dessiné, c'est exactement ce qu'on fait. La journaliste écrit son enquête. J'ai choisi une dessinatrice pour faire ce reportage. Et comme c'est un reportage dessiné, il faut de la documentation. Donc, la journaliste a pris beaucoup de photos de personnes qu'elle a interrogées. Alors là, on voit des jeunes filles en train de déjeuner. C'est la pause déjeuner dans une usine. À côté, on voit que s'il y a un incendie ou un problème, il y a 2 paires de bottes et 4 seaux s'il y a un incendie. Ça, c'est les jeunes filles qui, à la sortie de leur travail, se maquillent et puis qui partent dans la rue. Et toutes ces photos, eh ben, la dessinatrice va les utiliser pour pouvoir dessiner son sujet. Et pour ça, elle démarre d'abord, je vais y arriver, pardon, j'ai du mal avec ce truc. J'arrive pas à aller en avant. Décidément. On va y arriver. Elle démarre par des croquis préparatoires. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de la bande dessinée, et ça c'est valable même pour les mangas, pour toutes sortes de bandes dessinées, lorsqu'on fait de la bande dessinée, on ne se lance pas tout de suite sur une planche en dessinant. On fait d'abord plein de croquis préparatoires pour savoir un peu comment est-ce qu'on va illustrer ces personnages, quelle ambiance on va donner à son sujet. Donc, il y a les croquis préparatoires qui sont faits et il y a aussi des recherches graphiques, c'est-à-dire quelle couleur est-ce qu'on va donner à l'ensemble de son sujet. Là, par exemple, on est à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Il fait très chaud, l'air est très pollué. Et du coup, la dessinatrice a choisi de donner un petit jus un peu jaune dans l'atmosphère pour montrer un peu ce côté poisseux, oppressant et chaud qu'il y a dans la ville de Dhaka. Et par ailleurs, elle reprend plus ou moins les couleurs des vêtements des jeunes filles de qui on va parler dans le sujet. Une fois qu'elle a fait ses recherches graphiques et ses croquis préparatoires, je me concentre, je suis désolée, mais j'y arrive pas. Il est trop... En fait, je suis impatiente. Alors, une fois que les croquis préparatoires sont faits, là encore, on ne se jette pas sur la bande dessinée. On fait ce qu'on appelle un découpage. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme on fait des grands sujets qui sont sur 23 planches de bande dessinée, on peut raconter énormément de choses dans le sujet. Et du coup, la dessinatrice fait son découpage pour voir un peu comment est-ce qu'elle va dérouler l'histoire.
Donc, elle fait soit ce qu'on appelle un découpage un peu patate, c'est-à-dire où elle dessine pas vraiment les personnages, elle fait des ronds, mais des espèces de trucs un peu bizarres. Ça, c'est plutôt déjà pas mal dessiné. Et elle va savoir, pour raconter un moment, pour raconter un morceau de l'enquête, si elle a besoin d'une planche, deux planches ou trois planches. Ça, donc, c'est une planche de bande dessinée. Ça encore, ce que je vous dis, c'est valable pour Tintin, Astérix ou One Piece. C'est pareil pour tout. Ça s'appelle une grille. Une fois qu'on a décidé du format de la planche de bande dessinée, cette planche, on la divise en 9 cases. Donc voilà la grille avec les 9 cases qui sont exactement de la même taille. Et à partir de là, le dessinateur, quel qu'il soit, va jouer avec cette grille. Donc, il va faire, par exemple, une grande image qui prenne 6 cases. Il peut aussi décider de faire un strip qui va prendre 3 cases. Il va toujours essayer de rester dans cette grille et de respecter finalement cette grille de 9 cases en jouant avec, sachant que parfois, il peut décider volontairement de l'exploser complètement en faisant par exemple une pleine page, une grande image qui sort complètement de la grille, puisque les planches, il y a toujours du blanc autour de la planche. Mais ça, c'est le choix du dessinateur. Mais en tout cas, vous regarderez dans toutes les bandes dessinées que vous lisez, il y a vraiment systématiquement cette histoire de grille avec laquelle le dessinateur joue, et ça lui permet de garder une certaine homogénéité entre toutes les planches. Donc là, la dessinatrice a, sur ses 21 planches, pour raconter cette histoire des ouvriers qui travaillent à Dakar et si jamais les conditions de travail ont vraiment changé, a fait sur 21 planches, comme ça, son découpage, où elle sait à peu près ce qu'elle veut raconter, comment elle le veut le raconter et avec combien de cases à chaque fois. Puis, elle fait son storyboard. Alors, ça, c'est la première planche du storyboard. Vous voyez, on est à Dakar. Il y a beaucoup d'embouteillages. Et il y a 2 personnes qui parlent dans une voiture. Bon, ils discutent, ils discutent. Et à un moment donné, ils passent devant le Rana Plaza, cette fameuse usine qui s'est écroulée quelques mois auparavant. Ils passent devant et il y a un des protagonistes dans la voiture qui dit, voilà... il y a eu cet immeuble, cette usine qui s'est écroulée, il y a eu beaucoup de morts, plus de 400 morts, etc. Et paf, la voiture repart. Et d'ailleurs, vous voyez complètement qu'il y a la grille qui est utilisée, puisqu'on a bien là les 9 cases de la grille. Et là, on a une grande image et un strip qui prend 2 cases. Bon. Moi, ça ne m'a pas plu tellement ce storyboard, parce que comme le sujet de départ, c'est est-ce que les conditions de travail ont changé depuis l'effondrement de cet immeuble, j'ai trouvé que de le mettre, cet effondrement d'immeuble, au milieu d'une planche comme ça, tout intégré, c'était un petit peu... c'était pas le mettre en avant. Alors que vraiment, l'angle du sujet, c'est depuis cet effondrement, est-ce que les choses ont changé? C'est-à-dire c'est vraiment l'angle de départ. C'est comme ça qu'on veut axer le sujet. Donc, j'ai demandé à la dessinatrice de prendre cette case et de la développer. Alors, elle m'a fait une deuxième proposition de storyboard où elle a décidé de prendre une double page pour raconter cet événement. Donc, on voit l'immeuble. Alors, en bleu, c'est les corrections que je lui ai données après à faire, parce qu'évidemment, je travaille avec elle sur le storyboard. Donc, on voit, c'est un immeuble dans la banlieue nord de Dakar. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le matin, il y a des ouvriers qui sont arrivés pour aller travailler, et puis ils ont vu qu'il y avait des fissures énormes dans l'usine. Le maître, enfin celui qui les dirige, leur a dit c'est pas grave, allez travailler. Ils se sont mis à travailler, puis d'un seul coup, il y a eu une panne d'électricité, ils se sont retrouvés dans le noir, et puis paf, l'immeuble s'est effondré. Et à la fin, elle dessine le propriétaire de cet immeuble entouré par la police en me disant « je ne sais pas si je montre ça ».
Moi, ça ne m'a pas intéressé qu'elle montre le propriétaire de cet immeuble. Alors, c'est vrai que il se trouve que le propriétaire de cet immeuble, c'était un homme malhonnête qui gagnait beaucoup d'argent de façon malhonnête, etc., qui finalement n'a pas fait beaucoup de prison parce qu'il faisait aussi de la politique et qu'il a réussi à s'en sortir, dans des histoires, bref, pas très intéressantes pour le sujet. Parce que justement, je me suis dit que c'était pas ça le sujet, c'était pas le sujet sur... on ne faisait pas un sujet sur les politiques, les hommes politiques malhonnêtes au Bangladesh. On faisait vraiment un sujet sur l'effondrement du Rana Plaza et les conditions de travail depuis. Du coup, je lui ai dit de barrer ça parce que je ne trouvais pas ça intéressant. Et je lui ai demandé de mettre de mettre l'effondrement de l'immeuble sur une grande image. Donc, je l'ai barré et du coup, voilà ce que ça a donné. Alors, évidemment, là, après, elle m'a refait un storyboard corrigé et après, elle l'a mise en couleur. Quand vous lisez un journal, il y a des titres, des sous-titres, il y a des photos avec des légendes, il y a des paragraphes. Et ben, dans la bande dessinée, c'est pareil. Il y a des moments de respiration. Quand vous lisez un livre, il y a des chapitres. Et lorsque vous allez démarrer un autre chapitre, à la fin du chapitre précédent, c'est un moment de respiration. La bande dessinée, c'est pareil. On joue avec les cases. Parfois, on décide de raconter une histoire de façon assez dynamique et donc on va mettre 9 cases dans une planche. Et parfois, la grande image donne une respiration. C'est un peu comme un point. Et donc, moi, ça m'a plu de faire ce sujet comme ça parce que du coup, on pose vraiment les bases du débat avec l'effondrement du Rana Plaza. Qu'est-ce qui a changé depuis? Et là, on montre vraiment l'effondrement sur 2 planches. Il y a un point. Et puis après, on passe sur autre chose. Donc voilà comment se passe un reportage en bande dessinée. Il y a le journaliste qui fait son enquête, puis le dessinateur qui fait un storyboard. Et là, la journaliste et moi, on intervient pour corriger le storyboard pour que tout soit bien dans le rythme et dans l'importance qu'on veut donner à l'information. Alors, comment est-ce qu'on choisit un sujet? Déjà, il faut connaître son cœur de cible. Alors moi, je travaille pour la revue Topo. C'est une revue qui s'adresse aux moins de 20 ans. Alors les moins de 20 ans, il y a des personnes qui sont en 5e, il y en a d'autres qui sont en 3e, en seconde. Et puis on a mis moins de 20 ans et les autres sur la couverture. Parce qu'il y a aussi des adultes qui nous lisent. Et parce que ce qui est chouette avec la bande dessinée, comme on peut prendre du temps pour raconter une histoire, on peut donner énormément d'informations et on part du principe que beaucoup de personnes, finalement, de tous les âges un peu, peuvent nous lire. Malgré tout, on a un cœur de cible. Et ce cœur de cible, c'est les 13, 14, 15 ans. Ça, c'est notre cœur de cible. Donc, du coup, il faut toujours connaître son cœur de cible, savoir à qui on s'adresse. Vous, lorsque vous faites un devoir de français, vous savez que vous adressez votre devoir à votre professeur de français. Lorsque vous écrivez un SMS pour dire que vous êtes en retard, lorsque vous écrivez cet SMS, si vous prévenez votre professeur que vous allez être en retard, ou si vous prévenez un copain ou une copine que vous allez être en retard, vous n'allez pas l'écrire de la même façon. On est bien d'accord, c'est normal. Quand on écrit à ses potes, on écrit des SMS d'une certaine façon. Quand on écrit à un adulte et surtout à son professeur ou à sa grand-mère ou je ne sais pas, on va l'écrire d'une autre façon. C'est parce que vous connaissez votre cœur de cible. Vous savez à qui vous vous adressez. Et toujours lorsqu'on écrit quelque chose, on connaît son cœur de cible. Enfin, en tout cas, il faut essayer. Il faut savoir vraiment à qui on s'adresse. Après, quel sujet utiliser? Alors nous, déjà, on se demande toujours, quand on choisit un sujet, est-ce que ça va intéresser le lecteur? Ça, c'est quand même la première des choses. Est-ce que ça va l'intéresser? Sachant que, comme on s'adresse à des ados qui ont 12, 13, 14, 15, 16 ans et que les ados ne s'intéressent pas
tous aux mêmes choses, mais je dirais même que des ados de 13 ans ne s'intéressent pas tous aux mêmes choses, puisque vous êtes tous uniques, finalement, chacun. Donc, c'est une grosse question qu'on se pose à chaque fois, c'est vraiment, est-ce que ça va intéresser le lecteur? C'est une grosse question, c'est une question très importante pour choisir notre sujet. Et évidemment, tout de suite sort derrière, qu'est-ce que le lecteur va apprendre de ce qu'on va mettre? Parce que si le lecteur n'apprend rien, mais rien du tout, mais moi aussi, lorsque je lis un journal, si je n'apprends rien après avoir lu un papier, c'est vraiment que ce papier ne m'a pas intéressé. Ou si je regarde un reportage à la télévision, je suis contente lorsque... Enfin, ça me paraît évident, sinon ça ne m'intéresse pas. Et évidemment, on se pose toujours un peu la question, quelle analyse va-t-il en tirer? Ça, c'est toujours l'histoire de développer un peu l'esprit critique. Qu'est-ce qu'on va retirer finalement du sujet? Donc, ce sont toujours ces questions qu'on se pose pour choisir un sujet. Et il y a aussi une question d'angle. Parce que, par exemple, lorsqu'on veut parler des réseaux sociaux, très bien, on veut parler des réseaux sociaux. Mais comment? Quoi? Pour dire quoi? Et la meilleure façon pour trouver un angle, c'est de poser une question. Poser une question permet vraiment d'affiner de quoi on veut parler sur le sujet. Par exemple, si on veut faire un sujet sur les réseaux sociaux, on va poser la question, est-on prisonnier de l'image que l'on se crée sur les réseaux sociaux? Ce qui va nous permettre vraiment de recentrer complètement notre sujet sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, le sujet est trop vaste. On part un peu dans n'importe quoi. Il y a trop de choses à dire sur les réseaux sociaux. Donc, on essaye toujours de se poser une question. Pareil, lorsqu'on veut parler des armes aux États-Unis, on sait qu'aux États-Unis, il y a un problème puisque les armes sont en libre circulation et qu'il y a beaucoup de tueries de masse. Et lorsqu'on voulait en parler, on a posé la question, à l'époque, c'était Barack Obama qui était le président des États-Unis, pourquoi Barack Obama n'a pas réussi à interdire les armes? Ça nous permettait alors de parler des lois américaines. Et voilà, ça, c'était vraiment notre angle. Les lois américaines sur les armes. C'est pareil, lorsqu'on a voulu parler du Darknet, je pense que vous savez ce que c'est. C'est la face un peu obscure du Darknet, sauf qu'on en entend toujours un peu parler comme de quelque chose où on vend de la drogue, il y a de la prostitution, on vend des armes, etc. Donc, on s'est posé la question, est-ce que vraiment ce n'est qu'un repère de gangsters? Est-ce que le Darknet, ce n'est vraiment que ça? Donc là encore, c'est la possibilité. C'est comme ça qu'on choisit de trouver un angle. Alors, Beyoncé, on voulait justement trouver un angle pour parler de Beyoncé. Vous connaissez tous Beyoncé. Et finalement, tous nos lecteurs, on partait du principe, parce c'était, je ne sais pas, il y a 2 ans, elle sortait tube sur tube, donc on voulait vraiment parler d'elle. Mais on se disait, comment parler de Beyoncé et comment dire quelque chose d'intéressant sur elle, alors que sûrement vous, les jeunes, vous en saviez énormément sur elle et sûrement plus que moi. Vous saviez que, vous savez, ou les lecteurs savent, qu'elle vit avec le rappeur Jay-Z, qu'elle s'est mariée avec lui, qu'elle a eu des enfants. Il paraît qu'actuellement, il y a un peu d'eau dans le gaz, qu'elle a fait des tubes, etc. Bon, et donc, lorsqu'on veut parler de Beyoncé, quoi raconter qui va vous intéresser et qui va vous faire apprendre quelque chose? Et ça, c'est vraiment la question qu'on se pose pour tous nos sujets. Alors, on a réfléchi, parce qu'en réunion de rédaction, il y a beaucoup de journalistes ensemble, et puis on se dit, bon, Beyoncé, d'accord, elle a fait un tube, donc ça serait bien de parler d'elle, mais comment parler d'elle de façon intéressante? Et il se trouve que elle a chanté pour le Super Bowl aux États-Unis en 2016 avec une chanson qui s'appelle Formation. Alors le Super Bowl, aux États-Unis, il y a le football américain, c'est vraiment un truc énorme que tout le monde regarde, etc. Et pour la finale de la Coupe de foot aux États-Unis, il y a une mi-temps. Et à la mi-temps, il y a ce qu'on appelle la mi-temps du Super Bowl. C'est un truc énorme. D'ailleurs, je crois que ça va être bientôt là.
où il y a tout un show, vraiment comme les Américains savent faire, tout un show sur le stade avec une star qui va sur le stade et qui se met à chanter. Et c'est vraiment un truc absolument énorme. Et tous les Américains sont devant leur poste de télévision en train de regarder le Super Bowl. Et donc, ils sont tous devant la télévision pour regarder la mi-temps du Super Bowl. Et en 2016, Beyoncé apparaît avec un clip, apparaît sur scène avec une équipe et elle est habillée d'une certaine étonnante, elle est habillée d'une certaine façon assez étonnante parce elle reprend tous les codes des, des Noirs qui se battent contre le racisme aux États-Unis. Son clip, enfin, sa chanson s'appelle Formation. Et dans son clip, on voit qu'elle parle de la Nouvelle-Orléans, où il y a une énorme population noire qui, après un cyclone, s'est retrouvée complètement démunie. Et surtout Beyoncé, qui était plutôt une espèce de chanteuse blonde, avec des cheveux lisses, etc. D'un seul coup, avec sa chanson Formation, elle a montré qu'elle était métisse et que donc elle était à la fois, qu'elle avait aussi du sang noir. Et donc, elle est apparue pour le Super Bowl avec des cheveux crépus, alors qu'elle avait toujours lissé ses cheveux jusqu'à présent, et avec plein de noir sur scène. Et en fait, cette apparition à la mi-temps du Super Bowl a fait un effet énorme sur les Américains. Tellement énorme qu'il y a eu un clip assez marrant. Alors, bien sûr, c'est une farce, mais si on pouvait le montrer, la régie, je ne sais pas, ouais, si vous pouvez montrer ce film, il y a un petit clip qui dure 5 minutes, qui a été fait le lendemain de la mi-temps du Super Bowl, où tous les Américains étaient complètement choqués, enfin étonnés, de voir que finalement, Beyoncé n'était pas si blanche que ça, mais elle était aussi noire, puisqu'elle elle est métisse. Alors, je vous montre ce petit clip, il est assez marrant à voir. Et c'est à partir de ce clip qu'on a décidé de trouver un angle pour parler de Beyoncé. En tout cas, nous, à Topo, on a trouvé ça extrêmement intéressant, la réaction des Américains qui étaient complètement surpris de ce qui se passait. Et du coup, on a décidé, comme angle, pour parler de Beyoncé, de raconter comment elle est devenue d'un seul coup la représentante de la cause afro-américaine et comment est-ce qu'elle a déclenché une tempête médiatique avec ses nouvelles chansons et en assumant complètement son côté métis. Et c'est pour ça que le dessinateur a choisi, enfin, l'a dessiné de deux façons, ce côté très peau blanche et ce côté très peau noire d'un seul coup qu'elle a eu comme ça. Alors, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Est-ce que c'est parce qu'elle est devenue très connue qu'elle a décidé d'assumer ses origines afro-américaines? Est-ce que elle a changé d'avis? Est-ce que c'est un coup marketing? On n'en sait rien. Et finalement, peu importe. C'est juste que ça nous a permis de choisir un angle pour parler de Beyoncé. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose, on fait des recherches un petit peu sur le sujet pour savoir comment l'aborder, comment trouver un angle pour parler d'une façon un petit peu originale d'un sujet. Alors, attendez, je regarde l'heure un petit peu pour savoir, parce que je sais qu'après, vous êtes bon, ça va. Alors, comment est-ce qu'on choisit un dessinateur? Ça aussi, je vais vous raconter comment est-ce qu'on choisit. Voilà. Comment est-ce qu'on choisit un dessinateur? Donc, le journaliste, finalement, c'est assez simple. Pour choisir le journaliste, il faut que le sujet nous intéresse. C'est soit nous qui commandons des sujets aux journalistes, soit des journalistes nous contactent pour nous proposer des sujets. Et à partir de là, on choisit et on décide ensemble quel angle on va prendre pour aborder le sujet. Mais il y a aussi, évidemment, choisir le dessinateur, puisqu'un reportage dessiné, il y a le journaliste et le dessinateur. Donc, une fois qu'on a choisi le sujet, il faut choisir le dessinateur. Alors, j'ai pris pour exemple un sujet qu'on a fait sur l'Arabie Saoudite. Il y a une journaliste qui est partie en Arabie Saoudite il y a pas très longtemps
et qui a réussi, chose assez rare, à rencontrer des jeunes hommes et des jeunes femmes et à recueillir leurs témoignages pour savoir comment est-ce qu'ils se draguaient, comment est-ce qu'ils arrivaient à se rencontrer, alors qu'en Arabie Saoudite, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de mixité. Y a pas de... Les transports en commun ne sont pas mixtes, les écoles ne sont évidemment pas mixtes. Dans les grands magasins, il y a un couloir pour les hommes et un couloir pour les familles. Les femmes doivent toujours être accompagnées. Et puis surtout, les femmes aussi portent une abaya. Et du coup, ce qui nous faisait très peur en parlant de l'Arabie Saoudite, c'est de se retrouver avec que des formes noires dans la bande dessinée, d'avoir un petit peu tout le temps des espèces de taches sombres comme ça. Donc on ne savait pas trop comment aborder ce sujet. D'autant plus que ce que nous racontaient ces jeunes, ça nous faisait un petit peu de peine. Parce que je ne sais plus comment il s'appelle, Hassan, il est chauffeur de taxi, et raconte que pour draguer, parce que finalement en Arabie Saoudite, même si c'est très compliqué de rencontrer des jeunes, eh ben, il y a toujours des tactiques qui sont finalement utilisées. Alors Hassan, lui, raconte qu'il regarde les chaussures, parce que comme toutes les femmes portent des abayas, sa seule façon pour lui de détecter l'âge, finalement, sont les chaussures. Donc si elle porte des vieilles tatanes ou si elle porte des baskets un petit peu chouettes, déjà ça lui permet de voir à qui il s'adresse. Puis il regarde évidemment les yeux. Et Hassan raconte qu'une fois qu'il a repéré une jeune fille qui pourrait lui plaire, parce qu'elle a des baskets sympas et des jolis yeux, il lui envoie il fait une petite boulette de papier avec son numéro de téléphone, et paf, il envoie la boulette à la jeune fille. Et là, Hassan nous raconte, enfin il raconte à la journaliste, évidemment, il y a très peu de chances que la jeune fille ramasse la boulette de papier et qu'elle récupère mon numéro de téléphone. Mais bon, imaginons que la jeune fille prenne la boulette de papier et récupère le numéro de téléphone. Là encore, il y a très peu de chances qu'elle décide d'appeler, que je lui ai plu et qu'elle ait envie d'appeler. Mais bon, imaginons qu'elle appelle. Là encore, il y a très peu de chances qu'on se plaise au téléphone, que ça se passe très bien, etc. Mais imaginons qu'on se plaise. Là, ça va être très compliqué de se voir tous les deux parce que c'est très compliqué en Arabie Saoudite de trouver des endroits où on peut se voir à deux. Mais imaginons qu'on y arrive et imaginons qu'à partir de là, on tombe amoureux. Il dit, quand bien même on tomberait amoureux, on ne pourrait pas se marier puisqu'on aurait désobéi à nos parents en se voyant en cachette, etc. Donc tout ce que racontait Hassan, c'était très triste, finalement, sur cette façon de draguer. Enfin, on trouvait que ce n'était pas très joyeux. Plus les abayas, qui étaient des formes noires, pas très joyeuses aussi. Et donc, on voulait malgré tout raconter ce sujet parce qu'on trouvait que c'était extrêmement intéressant et assez rare de recueillir des témoignages de jeunes Saoudiens. Du coup, on a choisi Léo Marais, un dessinateur, qui a choisi de parler ça avec légèreté. C'est-à-dire que tous les textes, tout ce qu'il y a dans les bulles, c'est vraiment ce qu'a dit Hassan. Tout ce que dit Mariam, l'autre jeune fille qui parle, c'est vraiment ce qu'elle a dit. Mais grâce au dessin de Léon, finalement, ça apporte une certaine légèreté au sujet. Donc, le choix du dessinateur n'est pas du tout anodin dans un reportage en bande dessinée. Le Bangladesh, vous avez vu, c'est un dessin très, très classique. C'est fait exprès. On voulait vraiment vous montrer comment ça se passait au Bangladesh. Là, avec Léo Marais, on a choisi un dessin plus léger. Et d'ailleurs, les jeunes racontent qu'il y a une espèce de grande rue où ils peuvent se balader. Alors les filles ensemble dans une voiture et puis les garçons ensemble dans une autre voiture. Et quand ils se croisent, les filles baissent leur abaya, lancent leur numéro de téléphone. Enfin, donc il y a quand même des petits trucs aussi pour se draguer, etc. Mais grâce au dessin de Léo, c'est évidemment plus marrant à lire. Mais ce n'est pas parce que c'est marrant, ce n'est pas parce que c'est plus léger qu'il n'y a pas du sérieux. Donc Léo Marais travaille lui aussi évidemment avec de la documentation. Et dans ses planches, il y a aussi un travail de documentation pour bien représenter l'Arabie Saoudite telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il ne va pas, les rues en Arabie ne ressemblent pas aux rues de Saint-Malo. Et donc il est obligé lui aussi
de travailler avec de la documentation. Et par ailleurs, là aussi, le travail est... Et il y a vraiment un regard croisé entre le journaliste et le dessinateur. Par exemple, Hassan raconte une anecdote qui s'est vraiment passée, c'est qu'il s'était mis une petite mèche blonde dans les cheveux. Et ce qui se passe, c'est qu'en Arabie Saoudite, il y a la police religieuse qui regarde si tout le monde se tient correctement dans la rue, etc. Et il raconte qu'un jour, il avait sa petite mèche blonde et la police religieuse l'a attrapé, lui a dit que cette mèche blonde n'était pas bien, qu'il n'avait pas à la voir. Et pour le punir, ils lui ont rasé la tête. Et donc, Hassan raconte cette histoire. C'est marqué dans le texte que la journaliste a écrit. Et le dessinateur s'en empare pour faire un storyboard. Et donc, là, on voit Hassan, la police religieuse qui arrive, qui lui dit « on t'appelle, pourquoi tu ne réponds pas ?» Et lui, il dit « c'est parce que j'avais des écouteurs, j'écoutais de la musique. » Et puis, après, on lui rase la tête. Bon. Et la journaliste qui relit le storyboard, moi, je trouvais que c'était très bien. Et la journaliste qui relisait le storyboard disait « non, mais ça, c'est impossible parce qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique dans les rues. C'est interdit. » Donc, je dis, on n'a qu'à mettre, j'étais en train de prier parce qu'il marche dans la rue, il n'entend pas que la police religieuse l'interpelle. Donc, je lui dis, on n'a qu'à mettre, j'étais en train de prier. Et là, la journaliste me dit, non, mais on n'a absolument pas le droit, on ne prie pas comme ça en marchant dans la rue. Il y a des temps de prière en Arabie Saoudite, plusieurs fois par jour, où tout s'arrête, les magasins ferment, c'est un vrai temps de prière. Et on ne va sûrement pas dire à la police religieuse qu'on est en train de prier dans la rue, ça n'existe pas. Et du coup, le dessinateur qui voulait vraiment dessiner comme ça Hassan, interpellé par la police religieuse, qui voulait être juste par rapport à l'information, mais qui ne savait pas en même temps quoi mettre dans sa bulle, mais finalement, j'étais en train de penser mentalement super fort dans ma tête et je n'entendais pas du tout, c'est-à-dire un truc un peu parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre. Donc, on reste juste avec l'information qui est donnée par la journaliste. Et en même temps, le dessinateur tient à son dessin. Et donc, voilà, il n'y a pas de fiction dans ce qui est raconté dans le reportage en bande dessinée. Alors évidemment, avec la bande dessinée, ce qui est bien, c'est qu'on peut protéger l'anonymat, si on le souhaite. Mariam, cette jeune fille dont on parlait pour l'Arabie Saoudite, finalement, elle a eu un petit moment où elle a été connue parce que ses frères la battaient et elle voulait dénoncer à la police le fait que ses frères la battaient. Son père a interdit qu'elle le fasse, elle l'a fait quand même et du coup, elle a été en prison parce qu'elle a désobéi à son père. Et du coup, elle a sur Twitter, il y a eu énormément de gens qui l'ont défendue et elle a fait quelques jours de prison. Et on a donc recueilli son témoignage, mais le fait de la dessiner comme ça permet évidemment de protéger son anonymat. Par ailleurs, on peut aussi jouer avec ça dans la bande dessinée, on l'a déjà fait. Parfois, vous voyez à la télévision, lorsque les gens ne veulent pas se faire reconnaître, ils ont une voix différente, mais parfois aussi, ils ont un cache sur les yeux. Et donc là, en dessin, parfois, on met volontairement un cache sur les yeux, ce qui veut dire cette personne parle, mais elle ne veut pas être reconnue. Donc il y a plusieurs possibilités dans la bande dessinée pour jouer avec l'anonymat. Il paraît que vous avez... que certains ont lu la revue Topo il y a quelques jours. Et vous aurez peut-être des questions. Là, pour l'instant, vous n'en avez pas eu. Et vous avez regardé la chronique Cache Sexe. Alors, donc, du coup, j'avais envie d'en parler. Alors, attendez, je descends un peu dans mes slides, du coup, pour vous parler de ça. Et comme ça, on peut en parler un petit peu. Il se trouve que dans notre revue, on a une chronique qui s'appelle Cache Sexe. Cache par les caches de sexe. Alors, cette chronique, c'était assez
elle a été assez compliquée à constituer parce que c'est compliqué de parler de la sexualité, de trouver les bons mots, de savoir en parler correctement, etc. On a mis beaucoup de temps à faire cette chronique qui passe dans chaque numéro, qui est sur 2-3 planches. Et on s'est dit que c'est d'autant plus difficile de parler de sexualité que c'est en bande dessinée, évidemment. Parce que c'est très difficile de ne pas être pornographique, pas trop trash avec le dessin. Donc ça a été compliqué à monter. Et en même temps, on y tenait vraiment. On trouvait qu'on ne pouvait pas faire une revue pour les moins de 20 ans sans parler de sexualité. On trouvait que ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une sexualité. Ah, il y a déjà une question là ? Pourquoi parler de ça ? Eh bien, justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que tu as une sexualité, j'ai une sexualité, nous avons tous une sexualité. Tous. Alors, on peut décider d'avoir une vie sexuelle active ou complètement passive, enfin, pas passive, complètement de rien faire avec. Mais en tout cas, à partir du moment où on est un être humain, tout simplement, hein, on a une sexualité, quelle qu'elle soit. Et il se trouve que cette sexualité, évidemment, en grandissant, on l'appréhende, enfin, on la découvre. Et donc, du coup, faire une revue pour les jeunes sans parler de sexualité, on trouvait que c'était mettre un tabou là-dessus, alors qu'on pense que ça ne doit pas être un sujet tabou. Attention, ce n'est pas parce que on pense que ce n'est pas un sujet tabou qu'on doit en parler n'importe comment. Il faut savoir être respectueux, mais il faut surtout savoir trouver les mots justes et savoir de quoi on veut parler. Et donc, voilà, on a tous une sexualité. Donc, tout comme dans une revue pour les jeunes, c'est bien de parler des jeux vidéo parce que on a une chronique sur les jeux vidéo, parce que pratiquement tout le monde joue aux jeux vidéo et que de toute façon, même si on ne joue pas aux jeux vidéo, on en entend parler. Donc, c'est chouette de raconter la mécanique du jeu vidéo, etc. Donc, il y a une chronique sur les jeux vidéo, une chronique sur la musique, une chronique sur le cinéma, la littérature, etc. Et une chronique sur la sexualité. Parce que on en a une, tous. Et donc, on s'est posé beaucoup cette question. Et ça, c'est une publicité qui est parue en 1998, qui vous fait marrer. Je comprends qu'elle vous fasse rire. Elle est parue dans le journal Libération. Et si on prend la même en dessin, déjà, elle est beaucoup moins trash. Alors, vous connaissez sûrement la série Sex Education. Vous avez dû la regarder un petit peu. Chut, 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 chut. Parlez pas trop fort, parlez pas trop fort. De fait, quand on regarde donc un dessin comme ça et un dessin comme ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça nous a plu aussi parce qu'on s'est dit qu'avec le dessin, on pouvait parler de la sexualité en étant pas trop trash. Et en plus, il y a plein de séries que vous regardez qui parlent de la sexualité. Il y a plein de films que vous regardez où la sexualité est montrée. Et donc, la revue se devait aussi d'en parler. Et grâce aux outils du dessin, on s'est dit qu'on pouvait vraiment parler assez facilement des choses. Parce que dans une case, il y a le texte, il y a les protagonistes, enfin, il y a les personnages qui racontent quelque chose, il y a du texte, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'arrière. Et il y a plein d'informations qui peuvent être données dans une image. Vous vivez maintenant dans un monde d'images, beaucoup plus que moi quand j'étais jeune, puisqu'avec les réseaux sociaux, Instagram, etc., il y a énormément d'images. Et donc, il y a énormément d'informations qui sont données grâce à l'image.
Votre rôle à vous, c'est d'apprendre à bien regarder une image et de savoir la décrypter. Parce qu'il y a plein d'informations inconscientes qui passent lorsque vous regardez une image, mais il y a plein d'informations que vous voyez. Et vraiment, regardez bien les images parce qu'à chaque fois, elles donnent plein de détails et elles apportent énormément d'informations. Et donc, grâce au dessin, on s'est dit qu'on pouvait vraiment donner là aussi plein d'informations. Là, c'était un sujet sur le clitoris, parce que toutes les filles ont un clitoris, comme tous les hommes ont un pénis. Et donc, le clitoris, il est dessiné là. Et en même temps, là, on voit la pénétration, finalement, quelle qu'elle soit. Je sais que ça va faire un peu marrer, mais... Là, on a décidé de... Grâce au dessin, là aussi, on peut parler d'énormément de choses. Et on peut en parler facilement si les mots sont justes et si le dessin est à la hauteur des mots. Là aussi, on trouvait, nous, journalistes de la revue Dessinée, on s'est fait le pari qu'on pouvait parler de tout. Et donc, là, on parle de la masturbation. Et ça, c'est la petite fée qui s'appelle la petite fée masturbation. Et grâce au dessin, grâce à la main, etc., rien n'est vulgaire. Et en même temps, ça nous permet de parler d'un sujet qui, encore une fois, nous concerne tous. Et donc, vous, les jeunes, nous, les adultes, ça nous même bref, ça nous concerne tous. Et donc, on veut être sans tabou, mais encore une fois, on veut être ni vulgaire ni trash. Et grâce au dessin, on peut vraiment être dans l'imaginaire. Dans une bande dessinée, qu'est-ce qu'il faut? Dans une bande dessinée, il faut qu'il y ait un scénario. Toujours. Là aussi, même dans un reportage en bande dessinée aussi, il faut qu'il y ait un scénario. Le scénario, s'il vous plaît. Le scénario, c'est pas obligatoirement de la... Le scénario, c'est pas obligatoirement de la fiction, bien sûr. Hein. C'est le découpage, comment est-ce qu'on va raconter une histoire, etc. Et donc là, on avait décidé de parler du clitoris. Et donc, il y a tout un scénario avec deux jeunes qui se baladent et puis qui expliquent un petit peu pourquoi c'est quelque chose dont on s'est mis à parler il y a peu de temps, finalement, parce que pendant des siècles, on ne parlait pas de la sexualité des femmes, on ne parlait que de la sexualité des hommes, finalement. La taille du pénis, alors là aussi, pour parler de la taille du pénis, on peut choisir l'humour, raconter des choses marrantes. Donc, pour parler de quelque chose d'un peu compliqué, l'humour sert beaucoup, le dessin aussi. Il y a aussi l'imaginaire, bien sûr. Et puis, il faut trouver un fil rouge. Trouver un fil rouge, c'est-à-dire que lorsqu'on raconte une histoire, il faut savoir vraiment comment est-ce qu'on va la raconter, quel personnage on va utiliser pour aller jusqu'au bout. Et puis, évidemment, il faut qu'il y ait une conclusion, c'est-à-dire que comme dans tous les sujets, toutes les dissertations, les rédactions que vous écrivez, il y a une introduction, un texte qui raconte quelque chose et une conclusion. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Ça va? Finalement, c'est un gros pari à chaque fois pour nous de parler de ce genre de sujet. Et on est assez fiers de cette chronique parce que ça nous permet de raconter finalement quelque chose d'assez intime et qui se passe dans nos vies. Et le dessin permet énormément de choses. Parce que je pense que s'il n'y avait que du texte, ça peut être un peu plombant. Si les photos, c'est interdit, c'est gênant. Et grâce au dessin, on peut faire des choses. Donc, vous n'avez pas de questions là-dessus? Non? En tout cas, sachez que c'est une chronique qu'on retrouve dans chacun de nos numéros. Et à chaque fois, c'est un... Alors... Je vais vous expliquer... Voilà.
Quand, quand vous faites une... alors, les journalistes, ils appellent ça la règle des 5 W. La règle des 5 W, c'est who, what, where, when, why, qui, quoi, où, quand, pourquoi. Dans un article, quand vous lisez un article, très très vite, on répond au moins à 3 de ces questions, à 2 ou 3 de ces questions. De quoi je veux parler, de qui je vais parler, ça se passe où, ça se passe quand et pourquoi j'en parle. C'est vraiment, dans un début d'article, il faut toujours répondre un petit peu à ça. Ce sont ce qu'on appelle les éléments essentiels de la contextualisation. Ce qui permet au lecteur de savoir un peu de quoi il s'agit lorsqu'il lit un article. Dans la bande dessinée, on peut tout à fait faire exactement la même chose et répondre à ces questions grâce au dessin. Le dessin permet vraiment énormément de choses. Par exemple, ça c'est la première double page d'un sujet. Regardez attentivement cette première double page. Même si on n'arrive pas, je ne sais pas si vous arrivez à lire les textes d'ici, mais peu importe. Rien qu'avec l'image, qu'est-ce qu'on voit finalement ? On voit qu'on est en mer. Ouais. Des braqueurs. Des braqueurs. Ouais, des braqueurs. Des braqueurs de quoi ? Hein ? Des braqueurs de réfugiés migrants. Chut, chut, chut. Qu'est-ce qu'on voit là ? Là, on voit qu'on est en mer, en Méditerranée, qu'il y a des migrants et qu'on arrête des migrants. Donc, du coup, on répond un peu à plusieurs questions. Où en Méditerranée ? Qui ? Les migrants et les gardes libyens. En fait, c'est un sujet sur des réfugiés migrants qui essayent d'arriver en Europe et qui se font attraper en Libye et qui vont passer plusieurs mois dans un camp de détention en Libye. On suit ces 2 Sénégalais qui étaient dans le bateau et qui ont été dans ce camp de détention, qui ont été dans des conditions d'ailleurs absolument épouvantables et qui finalement sont repartis au Sénégal en se disant que l'Europe n'était pas pour eux. Et vraiment, avec cette double page, tout de suite, on répond, rien qu'avec le dessin, un peu à la règle des 5 W. Là, c'est un autre sujet, ça démarre aussi comme ça. Et là aussi, alors, le dessinateur là, a choisi de faire 4 planches pratiquement sans texte. Ça, ce sont les 2 premières. On voit la forêt. Bon, ça pourrait être un peu n'importe où. Et puis là, après, on voit un Indien. Donc finalement, on comprend que ça se passe en Amazonie. On voit des camions en train de couper du bois, des gens qui courent. Il y a vraiment très peu de texte. Et sur l'autre double page, on voit après les Indiens qui attrapent ceux qui coupaient du bois, les bûcherons, et qui les ligotent. Donc là aussi, on répond vraiment à la question des 5 W avec l'image. Qui, les Indiens d'Amazonie, quoi, le trafic du bois, ou en Amazonie, etc. Et on va raconter ça. Donc cette règle des 5 W, elle est très importante et dans vos rédactions, dissertations, et sûrement vous le faites dans vos SMS ou lorsque vous écrivez quelque chose sans même le savoir, parce que finalement, on est bien obligé toujours de contextualiser son message d'une façon ou d'une autre. Alors, dans un magazine, alors j'ai pris Voici, qui est sûrement un des meilleurs magazines qui soit, alors là je mets 50 guillemets, mais qui est extrêmement représentatif du double langage. Là aussi, la double lecture. Là vous avez un titre. Là vous avez un titre, une photo, ce qu'on appelle un chapeau, c'est le texte de présentation du texte. Mais vous avez aussi des légendes. Alors, il y a un titre qui vaut ce qu'il vaut, évidemment, et qui essaye en tout cas d'alpaguer le lecteur pour dire que vraiment ce sujet va être très intéressant. Il y a un texte informatif. Bon, là, évidemment, le texte, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Alessandra Sublet est en vacances avec son copain.
Les photos, Alessandra Sublet avec son copain. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette double page, qui n'a aucun intérêt, ce qu'il y a d'intéressant dans cette double page, ce sont les légendes. Parce que autant le texte se veut informatif, autant les légendes se veulent marrantes. Et d'ailleurs, on voit, c'est Alessandra Sublet, elle est avec son copain, et il y a une photo où on a l'impression qu'elle le tripote. Et donc, il y a des légendes qui disent, je ne sais pas, on n'arrive plus à les lire là, mais qui disent que oh là là, oh là là. Bon. Chut, chut, chut. Et bien, dans la bande dessinée, c'est pareil. Chut. Dans la bande dessinée, c'est pareil. Il y a une double lecture, texte et légende. Dans Voici, on peut choisir de ne pas lire les légendes. Enfin, dans Voici. Dans ce magazine, on peut choisir de ne pas lire les légendes, mais finalement, on les lit parce que c'est ce qu'il y a de plus marrant par rapport à un texte qui n'est pas très, très informatif. Bon. Qu'est-ce qu'on fait en bande dessinée? On fait la même chose. On peut aussi avoir une double lecture texte-image. Là, on avait fait un sujet sur l'Europe. L'Europe, dès qu'on dit qu'on va faire un sujet sur l'Europe, ça fait chier tout le monde. On se dit, oh là là, c'est pas marrant, c'est beaucoup moins marrant que Cachex, j'en suis convaincue, moi aussi. Donc, pour parler de l'Europe, parce que c'est quand même extrêmement important comme sujet, ce qui se passe en Europe, lorsque l'Angleterre a décidé de quitter l'Europe, etc., il faut essayer de comprendre pourquoi on veut y rester ou pourquoi on voudrait en partir. En tout cas, c'est important parce que ça fait partie de notre monde. Donc, pour parler de l'Europe, il y a toujours un passage un peu pénible, puisqu'on est obligé de recontextualiser, un peu pénible, où on explique comment l'Europe s'est construite. Et donc, on a 6 pays ont décidé de s'associer. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et Luxembourg décident de bâtir ce qui deviendra l'Union européenne. Ça, c'est un peu pénible à lire. Et en même temps, on est obligé de vous donner ces informations dans notre sujet. On est obligé de les mettre. Parce que c'est ce qui va perdre. Ces informations vont vraiment permettre de comprendre ce qui se passe derrière. Du coup, on a choisi un dessinateur qui a beaucoup d'humour et qui va mettre un texte en cartouche informatif, mais qui, un peu comme Voici, va faire un dessin avec des petites légendes humoristiques qui vont illustrer le texte informatif. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle la double lecture. C'est ce qui va permettre de digérer une information un peu pénible à lire, un peu chiante, grâce au dessin en dessous qui est plus marrant. Et d'ailleurs, pour parler de l'Europe, on avait un gros problème parce que lorsqu'on fait un reportage en bande dessinée, il y a toujours un fil rouge, c'est-à-dire qu'il y a toujours il faut trouver un fil qui relie toutes les informations. Et pour parler de l'Europe, on a décidé de prendre une diva un peu dépressive qui porte le drapeau européen et donc qui représente l'Europe. Et on va la retrouver au fur et à mesure des pages parce que c'est elle, comme ça, qui va raconter la construction de l'Europe. Donc en bande dessinée, le dessinateur, son rôle, c'est pas de dessiner exactement ce qu'il y a dans la case, mais c'est de dessiner quelque chose qui va illustrer le texte. Et il va le dessiner autrement. C'est vraiment un regard croisé entre le texte du journaliste et le dessin du dessinateur. Et ce sont ces deux choses ensemble qui vont apporter de l'information. Est-ce que vous avez des questions sur la revue Topo? J'ai appris qu'il y en avait certains qui avaient préparé des questions. Non? Il n'y en a aucun? Il faut à peu près combien de personnes pour faire un topo? Alors, pour faire un topo, il faut pas mal de personnes, en fait. Enfin,
Parce qu'on a beaucoup de sujets dans Topo. Je ne sais pas combien on en a, mais on doit avoir, je dirais, une vingtaine de sujets différents dans Topo. Et chaque sujet, c'est un journaliste et un dessinateur. Donc ça fait déjà 40 personnes qui travaillent pour un numéro de Topo. Sachant que ces personnes, à chaque fois, sont différentes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas toujours les mêmes journalistes, pas toujours les mêmes dessinateurs, ça dépend. Et en plus, il y a moi, qui suis la rédactrice en chef, qui choisit les sujets. Mais je travaille aussi avec quelqu'un d'autre qui choisit les dessinateurs, parce que lui, moi, je viens de la presse. Lui, il vient de la bande dessinée, il connaît très bien les dessinateurs. Et bien sûr, comme pour un journal, il faut mettre en page les sujets. Donc là encore, il y a du monde. Donc je dirais qu'on est une dizaine de salariés. Et après, il y a une quarantaine d'auteurs, auteurs-autrices, journalistes, qui travaillent pour Topo. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous mettez combien de temps pour faire un... Enfin, non, c'est pas ça. C'est pourquoi ça s'appelle Topo ? Alors, c'est vrai que c'est très compliqué quand on décide de choisir un titre. Il y a beaucoup de choix à faire. Et en fait, on a bien aimé ça parce que topo, ça veut dire faire un topo, raconter quelque chose. Faire le topo de quelque chose, c'est essayer de donner une information. Par ailleurs, topolino en italien, c'est un petit Mickey. Et en français, faire un petit Mickey, c'est faire un petit dessin. Et puis visuellement, on trouvait aussi que c'était vraiment très beau à dessiner en couverture, parce qu'il y a non seulement le titre, alors attends, non, c'est là, il y a non seulement le titre à trouver, mais il y a aussi le logo à dessiner. D'ailleurs, je peux vous montrer, je peux vous montrer les essais de logo qu'on a fait. Voilà. Pour arriver à ça, finalement, à ce logo-là, il y a eu plusieurs essais qui ont été faits. Celui-là, on le trouvait pas assez. On trouvait que ça allait pas se voir en librairie, celui qui n'était pas assez fort. Celui-là, on trouvait qu'il faisait trop enfantin. Et celui-là, on trouvait qu'il faisait un peu Superman. Donc voilà. Mais il faut savoir que c'est un vrai métier de dessiner des logos et qu'on a choisi Ciseaux, qui est vraiment un super dessinateur de logos voilà, et qui travaille beaucoup dans la bande dessinée. Et il nous a fait vraiment énormément de propositions. Et non seulement ils dessinent des logos différents, enfin ces personnes-là, c'est vraiment un métier, mais par ailleurs, ils les mettent en page, c'est-à-dire qu'ils les mettent sur des images différentes pour faire des essais de couverture, pour voir après, lorsque c'est mis en situation, si ça fonctionne ou pas. Madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit valider la bande dessinée avant de la publier ? Ah bah c'est moi. Alors moi, je suis la rédactrice en chef. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc très important. J'ai une carte de presse. Alors, à votre avis, ça sert à quoi, la carte de presse ? Qui peut me dire à quoi sert une carte de presse ? Parle fort. Vas-y. C'est vrai. Grâce à cette carte de presse, je peux rentrer dans pas mal d'endroits gratuitement, là où d'autres personnes ne peuvent pas le faire. C'est vrai. Mais par ailleurs, ça sert à quoi, la carte de presse ? Oui ? Parle fort. C'est pour montrer que je suis journaliste. Tout à fait. C'est vrai, la carte de presse montre que je suis journaliste et me permet d'aller à droite, à gauche. Mais encore, à quoi ça sert, cette carte de presse ? Ça sert sûrement à autre chose, quand même. Ça sert à dire aux gens que quand vous les interviewez, que c'est pas n'importe qui, que c'est une journaliste et qui va pas, enfin qui a des questions et qui prépare. C'est pas de l'improvisation qui va poser des questions tout à fait. Déplacées. C'est pas tout à fait complètement développé, mais tu as raison. Cette carte de presse, ça me donne une responsabilité.
C'est-à-dire sur ma carte de presse, j'ai un nom, un prénom, mais j'ai aussi un numéro. Et ça veut dire que je suis quelque part, je suis un peu... Ça me donne une responsabilité en tout cas. Et d'ailleurs, pour être journaliste, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il faut avoir plus de 21 ans. Il faut avoir travaillé un certain nombre d'années dans la presse. C'est-à-dire qu'on n'a pas une carte de presse comme ça facilement. Et dans la revue, je te la prends 2 minutes. Dans la revue, mais dans la revue Topo, mais dans tous les magazines, bien sûr, il y a ce qu'on appelle un ours. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont travaillé dans ce numéro, c'est signé, il y a une signature. Et c'est très important, ça. Ça veut dire qu'après, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui est écrit, en tout cas, les articles sont signés, ils ne sont pas anonymes. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, qui me parle? Et bien là, si vous voulez savoir, vous avez la réponse. Dans un magazine, vous avez l'ours et tous les articles sont signés. Et donc, vous avez la réponse à qui me parle. C'est extrêmement important. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Alors, moi j'avais une question, c'était est-ce que certains dessinateurs viennent vers vous ou est-ce que c'est vous qui venez vers eux? Les deux. Ah. Les deux, il y a plein, on reçoit énormément de books. Les dessinateurs nous envoient des books. Et d'ailleurs, s'il y a des dessinateurs dans cette salle, n'hésitez pas à envoyer des books, on est toujours à la recherche. Mais s'il vous plaît, envoyez des books avec de la bande dessinée, car nous ne faisons que de la bande dessinée. Et on a beaucoup de dessinateurs qui nous envoient leurs books avec de l'illustration. Or, nous ne faisons pas d'illustration, nous ne faisons que de la bande dessinée. Et par ailleurs, on recherche tout le temps des dessinateurs et on les recherche aussi sur Instagram. On est tout le temps à l'affût d'un dessinateur. D'autres questions? Est-ce que Topo, c'est universel? Est-ce que ça existe par exemple en italien, en anglais? Ou est-ce que c'est que en français? Alors, Topo existe depuis 5 ans. Et Topo, c'est une déclinaison de la revue dessinée, comme bande dessinée. La revue dessinée, c'est un trimestriel qui se trouve en librairie, qui s'adresse un peu plus aux adultes, dans le sens où les enquêtes sont plus fournies, il y a beaucoup plus de textes, etc. Et la revue dessinée existe aussi en italien maintenant, donc il y a une déclinaison. Et Topo Enfin, parce que c'est la même équipe. Hein. Moi, je travaillais pour la revue dessinée avant et on a décidé de faire une revue pour les plus jeunes qui s'appelle Topo. N'existe qu'en français pour l'instant. Mais on ne perd pas espoir que ça se décline aussi à l'étranger. C'est quoi une chronique? C'est moi. Alors, c'est vrai que c'est idiot parce que je parle depuis le début d'une chronique. C'est bête que vous... Mais qu'est-ce qui me parle là? Je ne vois pas. Ah, c'est dommage que tu ne m'aies pas posé la question avant, parce que ça veut dire sûrement il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une chronique. Une chronique, c'est un... Quand on fait un magazine, il y a des sujets, des gros sujets, on appelle ça des reportages. Et puis, il y a des sujets qui vont revenir à chaque numéro. Par exemple, il va toujours y avoir un sujet sur la musique. Il va toujours y avoir un sujet sur la sexualité. Et ce sujet sur la sexualité va s'appeler, la chronique sur la sexualité va s'appeler Cache-Sexe, par exemple. Donc le titre du sujet, c'est le titre de la chronique qu'on va retrouver pour chacun des numéros. Il va y avoir une chronique musique, une chronique jeux vidéo dans chacun de nos numéros. Pour les dessinateurs et les journalistes, est-ce que vous leur donnez 2 mois pour faire leur chronique ou alors ils ont 6 mois ou plus? Alors, faire de la bande dessinée, c'est long. C'est très long. Donc, à partir du moment où c'est long, c'est assez difficile à planifier. On travaille avec certains dessinateurs de bande dessinée qui, par ailleurs, font des albums. Faire un livre de bande dessinée, un album, ça prend 1 an, souvent, à un dessinateur. Et parfois, le dessinateur, il aime bien faire une petite pause et faire un petit sujet pour sortir un peu de son travail qui est long sur 1 an. Il y en a d'autres qui travaillent régulièrement avec nous. De toute façon, faire un reportage en bande dessinée, il faut compter 3 mois.
À partir du moment où il faut compter 3 mois pour faire un reportage en bande dessinée, puis à peu près 3 mois pour qu'il apparaisse en librairie, parce qu'il faut compter 1 mois pour mettre en page le magazine, 1 mois pour que le magazine soit imprimé et distribué dans les librairies. Bon, et après, il va se trouver en librairie. Donc, tous les sujets qu'on choisit doivent être valables au moins 6 mois après. Quand vous regardez la télévision, CNews ou... bon, moi, j'ai pas la télévision, alors je suis un peu paumée à chaque fois. Quand vous regardez la télévision où il y a de l'information en continu, ils réagissent en direct, vraiment à chaud sur l'information. Ce qui les oblige parfois à se tromper parce que parfois on dit un peu des conneries quand on réagit à chaud et parce que parfois ce qui se passe n'est pas complètement terminé et évolue. Eux, ils font ce qu'on appelle de l'actualité chaude. Nous, à Topo, on fait ce qu'on appelle de l'actualité froide. C'est-à-dire que tous nos sujets, par exemple le sujet sur le Bangladesh, il a été écrit il y a 3 ans, mais à part quelques chiffres qui pourraient un peu avoir évolué, la situation est toujours la même. C'est-à-dire que notre sujet sur le Bangladesh est toujours valable 3 ans après sa publication. Donc du coup, nos sujets, parfois, ils mettent 1 an à se faire. 1 an parce que le dessinateur le fait par petits bouts, parce qu'on décide de ne pas le publier tout de suite, ou etc. Entre le moment où on décide de faire un sujet et le moment où il est publié, il peut même se passer 1 an et demi. Mais peu importe, puisqu'on est dans l'actualité froide. Là, par exemple, pour le numéro de septembre-octobre, on a fait un grand sujet sur le Chili, où des jeunes racontent leur première fois quand ils font l'amour et combien c'est difficile quand l'avortement est interdit, quand les moyens de contraception sont très chers, comme il y a le poids de la tradition catholique, etc., comme c'est compliqué. Et ce sujet, il a été fait il y a 3 ans et on l'a publié que là parce que, bon, on a eu peu importe ce qui s'est passé pour la fabrication. Et ce sujet a été complètement d'actualité puisque en septembre, au Chili, justement, on essayait de voter une loi pour que l'avortement soit un peu plus ouvert aux femmes. Ça a été refusé. Et donc, on était complètement d'actualité. Voilà. Madame, quel sujet a été le plus compliqué à mettre en BD? Cache-sexe. Je suis désolée, mais je reviens à ça. Mais on a mis 2 ans à trouver la journaliste pour choisir les bons mots. Et on a mis aussi beaucoup de temps à trouver les dessinateurs qui pouvaient en parler. Donc c'est vraiment... je crois que sinon, aucun sujet n'est très compliqué à partir du moment où on trouve le bon dessinateur et le bon journaliste. C'est ça ce qu'il y a de plus dur. Une fois, c'est la recherche des deux. Une fois qu'on a trouvé, hyper facile. Mais franchement, là, c'est vraiment cache-sexe. Est-ce que si on vous envoie l'illustration en premier, vous avez dit s'il faut envoyer des bandes dessinées, un truc comme ça? Alors, encore une fois, on travaille, comme je le disais tout à l'heure, pour chaque numéro, on travaille avec 40 journalistes et 40 dessinateurs différents. C'est énorme. C'est énorme, 40 dessinateurs différents. Donc on a toujours un peu de mal à trouver 40 dessinateurs qui ont le temps de travailler pour nous, c'est compliqué. Donc on est toujours à la recherche. On ne recherche pas des journalistes dessinateurs, on recherche des dessinateurs de bande dessinée qui sont suffisamment intéressés par l'actualité pour vouloir en parler et travailler avec des journalistes. Et pour ça, il faut nous envoyer, d'ailleurs, encore une fois, l'utilité de l'ours, parce que ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les magazines, c'est de savoir à qui on va parler et à qui on peut s'adresser. Et là, on a un site internet et on a une adresse qui permet d'adresser ces dessins pour éventuellement travailler avec Topo. Mais attention, les dessins ne vont pas être publiés dans Topo. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec des dessinateurs qui vont travailler avec des journalistes. Donc, si vous m'envoyez des dessins, on ne va jamais les publier.
Faites-vous souvent intervenir des jeunes dans votre magazine? Je comprends. C'est-à-dire en stagiaire ou en... Non, est-ce que vous interviewez souvent des jeunes Oui. pour faire un témoignage, par exemple? Ah, mais carrément, parce qu'on essaye, on a ce qu'on appelle un peu entre nous avoir 20 ans quelque part. Et on essaye de trouver des... Alors, 20 ans, c'est un chiffre un peu... ça peut être des gens de 14, 15, 16, 17 ou 22 ans, des jeunes en tout cas, qui vont parler dans un contexte particulier. Par exemple, on voulait parler de la Tanzanie, avec les animaux, le tourisme, la situation d'un pays. Et du coup, on est allé interroger un porteur, quelqu'un qui porte les affaires des autres pour aller sur le Kilimandjaro, qui est un des sommets les plus hauts, où les gens viennent du monde entier pour aller en haut de ce sommet. Et il y a des porteurs, des jeunes porteurs qui montent 2 fois par mois sur le Kilimandjaro en portant les sacs à dos des autres. Et par exemple, on a interviewé un porteur qui a 16 ans et qui raconte sa vie en Tanzanie, en tant que porteur, et ça nous permet de raconter aussi la politique ou la société d'un pays. On a eu aussi un sujet en Russie sur une jeune militante anti-Poutine qui raconte comment est-ce qu'elle milite contre Poutine et comment est-ce qu'elle fait. Donc régulièrement, on utilise la voix des jeunes et on recueille leurs témoignages, et ça nous permet d'expliquer en toile de fond l'histoire d'un pays. Est-ce que c'est les mêmes dessinateurs et les mêmes journalistes qui travaillent toujours ensemble ou c'est différent? Alors, pour certaines chroniques, donc pour certains, il y a oui, mais encore pas toujours, non. Alors, il y a des dessinateurs qu'on aime beaucoup, qu'on essaye d'utiliser le plus possible dans Topo. Il y a des journalistes qui nous proposent toujours des sujets qui nous paraissent intéressants, mais il n'y a pas de règle. On n'a pas... si, il va y avoir... une ou d'un ou deux sujets comme Flash Info qui est une double page avec Marine Blandin ou des trucs comme ça. J'avais une autre question. Dans les chroniques du type cache-sexe ou autre, est-ce que c'est toujours les mêmes illustrateurs ou alors si ça change, comment vous choisissez les illustrateurs? Alors c'est exactement la question qui vient d'être posée là. Pardon. C'est vrai que souvent, pour la chronique cache-sexe, on travaille beaucoup avec Axel Rush parce qu'on aime beaucoup la façon dont il illustre le texte. On trouve que c'est extrêmement juste, son dessin. Mais on peut choisir d'autres dessinateurs, bien sûr. Il n'y a pas de règle. Il faut vraiment que ça réponde à la ligne graphique du journal. Merci à tous. Je crois que c'est la fin. Merci, vous avez été super chouette. Merci.